Merci de m'accueillir aujourd'hui pour une participation au cycle de conférences qui s'intitule donc Vers une société sans auteur et qui est consacré au fait que nous vivons deux évolutions qui sont finalement interdépendantes, à savoir que d'une part nous traversons une révolution de ce qu'on qualifie de technosciences et d'autre part que nous pénétrons dans une économie d'une grande complexité. Je disais que ces deux phénomènes sont interdépendants parce que le développement des sciences et des techniques ne peut aller que de pair avec un décloisonnement des communautés humaines et que ça entraîne bien sûr une complexité, une complexification du monde. Et en fait, mon exposé aujourd'hui sera centré sur une intuition, parce que finalement, en tant qu'économiste, je ne peux me borner qu'à émettre des intuitions, l'économie n'étant en tant que telle pas une science complète, est centré sur le fait que dans ce monde dans lequel nous pénétrons, les États vont être déchirés, écartelés entre d'une part un monde ancien qui est ancré par le fait que ces États sont lourdement endettés et ont fondé des modèles d'État-providence gagés sur la prospérité future, et d'autre part le fait que nous rentrons dans ce que Attali appelait il y a quelques années l'hypermarché, c'est-à-dire une société mondialisée sans plus aucun repère et caractérisée par le fait que de grandes sociétés, technologiques ou autres, sont comme une exosphère qui circule autour du planisphère, sont en train de déplacer des centres de croissance, de créer ou de détruire les classes moyennes et à tout le moins d'aspirer ce que nous qualifions auparavant dans une économie industrielle de gain de productivité. Et donc ce monde de demain auquel nous allons être confrontés au travers de notre représentation dans les États est un monde de déchirement qui va immanquablement devoir trouver un certain équilibre, qui n'est pas encore défini maintenant, entre d'une part les États et d'autre part le marché, dans sa formulation, dans son acception la plus large. Et finalement, le dialogue entre le marché et l'État va être sans doute le point central de débat sociétal. Je voudrais d'abord parler de cette fameuse révolution industrielle, et finalement j'en parlerai avant de parler du rôle de l'État, puis de l'État-providence, puis de l'endettement public, et puis de cette révolution technologique caractérisée par certains grands groupes. Nous traversons aujourd'hui, et ça a été dit dans d'autres cénacles, une véritable révolution industrielle. C'est une révolution industrielle d'une envergure comparable à ce qu'on a connu quand on a développé la machine fondée sur la vapeur, sur le moteur explosion ou le développement de l'électricité. C'est une révolution qui touche non plus, comme dans le passé, au stock, mais qui touche au flux. À savoir que la révolution digitale, c'est quoi ? C'est le remplacement de certaines tâches humaines, qu'elles soient manuelles ou intellectuelles, par des processus, mais dans une logique de délocalisation, ou en tout cas de décentrage de l'homme par rapport au processus qui le remplace. Dans toutes les révolutions industrielles précédentes, lorsque le monde a mécanisé ces processus manufacturiers ou industriels, l'homme a été remplacé par des machines qui étaient situées à l'endroit où l'homme apprenait à maîtriser la machine qui le remplaçait. Et donc, il y avait une concentricité géographique entre la source de richesse produite d'abord manuellement par l'homme et puis sa mécanisation au travers des arts et des techniques. Mais aujourd'hui, nous vivons une révolution digitale qui est une révolution de flux, à savoir que les processus qui remplacent les hommes se situent à d'autres endroits que ceux où les hommes sont eux-mêmes localisés. Et donc, nous ne sommes plus dans cette révolution industrielle, et c'est un phénomène majeur, protégé par notre géographie. Au contraire, la géographie, qui avant attirait les sources de croissance, devient maintenant un inconvénient, à savoir que dans cette économie qui est caractérisée par une forte intensité de capital, c'est l'humain qui va devoir, vaille que vaille, se déplacer vers des sources, des gisements de croissance qui sont animés par ces nouveaux opérateurs dont je parlerai tout à l'heure. Et finalement, le monde que nous prépare cette révolution digitale, c'est un monde fluide, volatile, incertain, mais surtout décentralisé. À savoir que ce qui le caractérise, c'est que chaque agent économique devient lui-même porteur de sa propre destinée, porteur de sa capacité à générer la croissance, et que sa fluidité mentale, étant accélérée par les processus de digitalisation, dépasse sa capacité de fluidité géographique. Donc c'est un monde nouveau dans lequel nous allons évoluer, on va dire de manière fluide, mais en tout cas de manière plus vulnérable que ce qu'on a connu auparavant.
Et c'est un véritable problème parce que nous ne sommes pas préparés à ce mode d'organisation sociétale. Nous avons pendant très longtemps été nourris par un système qui prônait la stabilité, qui prônait la centralisation, par un modèle d'organisation qui était essentiellement déductif, alors que maintenant nous rentrons dans un monde qui est fluide, qui est vulnérable, dont les gisements de croissance se déplacent latéralement, mais qui surtout devient inductif. Et la question est de savoir, j'y viens maintenant, comment les États vont trouver leur place dans ce monde nouveau, sachant que la démocratie s'arrête aux frontières, contrairement au marché. Alors qu'est-ce que c'est d'abord l'État? Avant de parler de l'État-providence, mais l'État c'est d'abord une réalité historique, c'est une construction théorique, c'est une formulation sociopolitique, c'est donc un ensemble d'institutions avec des pouvoirs de coercition et d'ordonnancement. Et donc les États, qui sont finalement une invention lointaine du XIXe siècle, sont des formulations symboliques qu'on a continué à entretenir au rythme de l'évolution des agrégats politiques. Au sein des États, on a développé un autre concept qui s'appelle celui de l'État-providence. Il faut en parler parce que l'État-providence, qu'est-ce que c'est? Ça revêt deux acceptions. Il y a deux États-providence. Il y a l'acception bismarckienne qui ramène aux lois qui ont été votées en Allemagne en 1880 et qui portaient sur le système d'assurance en matière de pension. C'est en fait un système assurantiel de protection contre les aléas professionnels. Et puis il y a une autre acception qui est l'acception beveridgienne, du nom de l'économiste anglais, je crois, qui est décédé en 1965, et qui découle d'un plan qu'il avait commis en 1942, qui prônait l'idée d'une allocation universelle censée assurer un bien-être commun, minimal, à l'ensemble des agents économiques. Et donc on vit depuis la guerre dans un système d'État-providence que les 30 glorieux, c'est-à-dire les 30 années d'après-guerre, ont alimenté, qui est un système qui est à la fois bismarckien, c'est-à-dire de nature assurantielle, mais aussi beveridgien, puisqu'on a un système d'allocation qui n'est pas universel, mais qui à tout le moins permet à tout le monde de survivre. Alors cet État-providence, finalement, est considéré comme étant le point de référence sociétal dans lequel nous évoluons depuis maintenant près de 70 ans. À l'aune de l'histoire, c'est une exception. L'économie est plus darwinienne que bienveillante. Et finalement, l'État-providence qu'on a construit après la guerre a été le produit de la conjonction de plusieurs facteurs, à savoir le fait qu'à deux reprises, à presque 25 ans d'intervalle, la population avait été décimée et que donc le plein emploi était la conséquence naturelle de la paix qui était revenue en 1945, que l'Europe avait été détruite et donc il fallait la reconstruire, mais surtout que l'Europe avait pu être aidée, notamment par le plan Marshall. Donc différents phénomènes qui étaient plutôt de nature circonstancielle que structurelle ont conduit à alimenter cette vision de l'État-providence, qui est en fait un système de protection de chacun des citoyens. Mais finalement, qu'est-ce que c'est l'État-providence? C'est un système de responsabilité collective. C'est aussi un système de mutualisation des responsabilités sociétales. Et c'est peut-être à certains égards un système de coercition, parce que l'État-providence suppose que pour qu'il fonctionne, chaque citoyen y contribue. C'est donc un système qui est plutôt de nature social-démocrate, qui n'est pas de nature libérale, et dont personne ne peut réellement se soustraire, car si tout le monde décidait de s'y soustraire, il ne serait pas possible de l'alimenter. Donc c'est un système qui est une certaine formulation socio-étatique, qui a donc été, comme je le disais, le produit d'un modèle d'après-guerre, qui reflétait, c'est vrai, un certain égalitarisme et un certain besoin de bienveillance et de partage. Mais le problème, c'est que cet État-providence s'est transformé rapidement en cavalerie financière, parce que le système d'État-providence, si tant est qu'il soit respectable quand il est fondé sur la répartition, est devenu un système d'anticipation de bien-être. Et cette anticipation de bien-être s'est caractérisée par la construction d'une immense dette publique, qui est en fait un préciput de bien-être dont bénéficient les générations actuelles, finalement au détriment des générations futures. Et à cet égard, on peut même considérer que la dette publique qui émane de l'État-providence est un effacement de la responsabilité des citoyens contemporains, puisqu'ils ont pris une avance sur ce bien-être dont ils espèrent qu'il sera remboursé par les générations suivantes. Donc quand on voit l'État, qui est une formulation, je le disais, symbolique provenant de l'histoire et donc une construction sociopolitique, on a construit un État-providence qu'on a lui-même fondé comme étant le fond du modèle de nos économies, mais cet État-providence a lui-même dévié, a été même, je crois, détourné de son rôle premier pour devenir une anticipation de bien-être, c'est-à-dire un facteur d'injustice générationnelle.
On est d'ailleurs aujourd'hui face à une dette publique, j'y viendrai, qui est gigantesque. Elle dépasse quasiment une année de produit intérieur brut. Et quand on ajoute à cette dette la dette des pensions, c'est-à-dire les engagements que nous nous sommes signés avec nous-mêmes dans les années 60, 70 et les décennies suivantes, on se rend compte que cet endettement public que nous espérons mettre à charge des générations suivantes représente 4 à 5 fois le PIB, c'est-à-dire des montants qui seront bien sûr insoutenables. Alors pourquoi est-ce que cette dette publique est née ? Elle est née dans les années 70, au moment où nous avons vécu l'antépénultième révolution industrielle, qui était la révolution manufacturière, caractérisée par le fait que nous abandonnions le cycle de croissance d'après-guerre pour entrer progressivement dans l'économie tertiaire, c'est-à-dire l'économie des biens et des services. Et à cette époque, et ce choc a été assez brutal et assez rapide, je crois que les hommes politiques, tant belges qu'étrangers, n'ont pas pris la mesure du fait que c'était une modification structurelle de nos économies. Ils ont cru que c'était une mutation qui allait être conjoncturelle et qu'après quelques années de désordre socio-économique, on allait retrouver la stabilité qui avait prévalu pendant les 30 Glorieuses. Ça n'a pas été le cas. Et donc, l'État a dû se substituer à l'initiative privée pour alimenter la croissance au travers de politiques de transferts sociaux. Et la dette publique est donc née non pas sur des investissements qui auraient été utiles aux générations suivantes, mais plutôt sur des politiques de transfert qui ont conduit en fait à détourner une partie de l'épargne domestique, essentiellement étrangère pour partie, pour alimenter la fonctionnairisation de nos économies. Et finalement, à cette époque-là, on n'a pas pris la mesure de la gravité du problème. On a tellement peu pris la mesure de la gravité du problème qu'on a laissé la dette publique atteindre des sommets tout à fait stratosphériques, jusqu'à dépasser 140% quasiment du PIB au début des années 90. Donc il y a eu une erreur de jugement, mais surtout l'espoir un peu naïf qu'un modèle d'État-providence, tel qu'il avait été sans doute bien conçu au début, l'état d'inconscience aurait pu être prorogé dans une économie qui était en profonde mutation. Alors, parler de la dette publique, qui est essentiellement donc le résultat de cet État-providence, c'est parler d'un concept absolument insaisissable. Parce que la dette publique, comme la monnaie, est finalement fondée sur la symbolique de l'ordre socio-étatique. À savoir que la dette publique représente, formule, et peut-être même la formulation la plus aboutie comme la monnaie de l'État, à savoir que si quelqu'un prête de l'argent à l'État, c'est-à-dire à la collectivité, il part du postulat que la stabilité institutionnelle de l'État sera suffisamment robuste pour assurer la pérennité de la créance qu'il a sur ce même État. Et donc, la dette publique, c'est peut-être un concept qui relève plus du symbolique que de la réalité financière, parce qu'il suffit que l'ordre sociopolitique se modifie pour que tout d'un coup, la dette publique ne vale plus rien. Marx disait d'ailleurs que la dette publique est comme la monnaie un capital fictif, parce que la dette publique est subordonnée à ce fameux ordre socio-étatique. Alors, qui finance la dette publique ? La dette publique, c'est un immense circuit de recyclage d'épargne, à savoir que certaines personnes prêtent donc à l'État, l'État étant le débiteur, pour que cet argent puisse servir à alimenter des dépenses essentiellement de fonctionnement. C'est donc un système parallèle au système normal de fonctionnement d'une économie, qui est normalement caractérisé par le fait que dans la sphère privée, l'épargne coïncide au prix de l'épargne prêt, c'est-à-dire au taux d'intérêt, à l'investissement. C'est donc un second circuit d'épargne qui est organisé par l'État pour alimenter un certain flux de consommation intérieure et un certain flux de frais de fonctionnement. Mais la singularité de la dette publique par rapport à une économie ou à un transit normal d'épargne, c'est que la dette publique est gagée sur le travail futur. C'est-à-dire égagée par la capacité, alors fondée ou pas fondée, ça on verra bien dans les prochaines décennies, que l'État sera capable d'extorquer des générations futures, non seulement le coût de cet emprunt qu'on appelle le taux d'intérêt, mais la capacité de divertir l'épargne provenant du travail, c'est-à-dire le refinancement de la dette, donc à plus ou moins longue échéance. Et donc, finalement, la dette publique est un gage sur le travail futur, un peu moins sur l'épargne et donc sur la capacité qu'aura l'économie à générer une prospérité, des gains de productivité suffisants pour honorer le contrat passé. Et c'est ça qui différencie finalement la dette privée de la dette collective, parce que la dette privée peut conduire à capturer des biens
qui permettrait d'honorer la dette si d'aventure elle ne peut pas l'être, en tout cas pour partie. Dans la dette publique, c'est différent. En fait, c'est une course vers le futur, c'est une course contre l'espoir qu'à un moment, la révélation de l'impossibilité de refinancer la dette publique n'apparaisse. Ce qui est aussi particulier, c'est que, et ça commence à se rapprocher de la problématique que je me permets de traiter aujourd'hui, c'est que les États qui se sont, de manière un peu pudique, on va dire, éloignés des marchés pendant la crise financière, finalement se sont engouffrés de manière presque vulgaire dans la financiarisation de l'économie qu'ils blâmaient tant, puisque les États ont été les principaux acteurs de cette financiarisation de l'économie. Sans financiarisation de l'économie, sans capacité d'accès aux marchés financiers, sans organisation des marchés financiers, sans capacité à attirer l'épargne privée, qu'elle soit domestique ou étrangère, il n'aurait pas été possible que les États s'endettent. Et donc les États se sont engouffrés dans une logique qui est comparable à ce que les banques ont fait, avec bien sûr ce postulat que ce ne serait pas des banques qui allaient rembourser la dette, mais le travail futur. Et donc, la véritable question, c'est de savoir comment les États sortiront de cette logique. Il est d'ailleurs tout à fait possible que les États en sortent un jour par une rigidité ou une collectivisation de l'économie beaucoup plus forte. Et ce sera d'ailleurs une des intuitions que je partagerai avec vous tout à l'heure. On voit d'ailleurs, et c'est de manière tout à fait incidente, que les États, devenant incapables d'assurer le financement de cette dette à des conditions normales, sont en train d'utiliser les armes monétaires, c'est-à-dire la capacité des banques centrales à fabriquer de la monnaie, pour divertir le financement de l'État de l'épargne privée vers ce qu'on appelle la monnaie publique qui est créée par les banques centrales. Donc on a, pour résumer les choses, un État qui a créé une formulation qu'on appelle l'État-providence, et cet État-providence lui-même s'est, je crois, échoué en partie dans un endettement public qui a conduit à transformer ce qui aurait dû être une politique de transfert, c'est-à-dire de répartition des richesses, vers une logique d'anticipation des richesses. Et ce problème est loin d'être résolu puisque la dette publique, on le sait, augmente d'année en année. D'ailleurs, certains s'offusquent aujourd'hui du fait que l'État joue un rôle très important, trop important de l'économie, puisque dans la plupart des sociétés européennes, à part dans quelques pays comme le Luxembourg ou l'Allemagne, l'État joue un rôle qui dépasse 50% du PIB. En fait, aujourd'hui, l'État brasse plus de 50%, 60% en France, de la richesse nationale, c'est-à-dire de la somme des valeurs ajoutées qui sont suscitées chaque année. Mais il ne faut pas s'en offusquer parce que s'il y a une dette publique trop importante, il est normal de constater que l'État joue un rôle de plus en plus important pour deux raisons. Parce qu'une dette publique conduit de facto à une nationalisation tacite de l'économie, mais que si la dette publique est très importante, c'est parce que l'État joue lui-même un rôle très important, que ce rôle se traduit par une politique de transferts sociaux. Qui dit transferts sociaux dit capture, canalisation d'une grande partie des richesses nationales de certains agents économiques vers d'autres agents économiques. Et donc, progressivement, on voit que cet État-providence s'est développé dans deux directions qui sont concomitantes et complémentaires, à savoir un endettement public très important, mais surtout une part de l'État dans l'économie qui devient quasiment excessive. Je le disais, on s'en offusque maintenant, mais il ne faut pas s'en étonner. Il est impossible d'avoir une dette publique très importante et un poids de l'État dans l'économie qui diminue et inversement. Alors, face à ça, on est devant ce choc de croissance qui est lié à l'économie digitale. Ça pose énormément de questions et la plupart sont sans réponse. Parce que la croissance d'une économie, qui est elle aussi indirectement le gage de la soutenabilité de la dette publique et donc du modèle d'État-providence, la croissance économique est fondée in fine sur deux choses, à savoir la croissance démographique et d'une part, et d'autre part, la croissance des gains de productivité. Et c'est quoi les gains de productivité ? C'est la capacité de faire plus avec moins ou de dépenser moins pour faire plus. Le problème, c'est que dans une économie qui est maintenant digitale, les gains de productivité revêtent une autre formulation que ce qu'on a connu dans les économies industrielles. À savoir que dans les économies industrielles qui étaient fondées sur la production de biens,
il était facile de calculer la productivité. C'est-à-dire qu'on pouvait fabriquer plus de pièces avec moins de matières premières, ou en tout cas d'utiliser moins de matières premières pour faire plus de pièces, quelle que soit la causalité. Mais donc, on pouvait mesurer les choses. Mais aujourd'hui, dans une économie qui est caractérisée par le fait qu'à peu près 70% du PIB provient de l'économie tertiaire, c'est-à-dire de l'économie des services, il est très très difficile de mesurer la productivité. Mais quoi qu'il en soit, on pressent que les gains de productivité développés par les humains sont en diminution parce que ces gains de productivité sont capturés par des processus automatisés et donc finalement sont capturés par, pour parler de manière un peu simpliste, les actionnaires des sociétés qui mettent ces processus à disposition des humains. Donc on a une mutation, je vais dire, de métrique du progrès qui est tout à fait singulière. On est à la fois face à une augmentation démographique qui devrait normalement conduire à un progrès en termes réels dans l'économie, mais on a en même temps une contrariété qui est entraînée par le fait que l'économie digitale capture une partie croissante des gains de productivité. On estime d'ailleurs qu'à peu près 95% du taux de croissance de l'économie provient maintenant des gains de productivité informatique, mais que ces gains sont en diminution marginale. Donc c'est un monde tout à fait nouveau, et donc c'est un monde qui posera, je reviendrai tout à l'heure, la question du partage des richesses. Alors, je disais, on est dans une économie qui est une économie de flux et non plus de stock. C'est une économie qui était caractérisée il y a 50 ans par le fait que l'humain était engagé dans des tâches répétitives, alors qu'aujourd'hui, tout ce qui est répétitif est remplacé par des processus. Et qui sont les acteurs de cette nouvelle économie ? Eh bien, ce ne sont pas des États, ce n'est pas l'économie de libre marché spontanée, ce sont des oligopoles, voire des monopoles. C'est donc une situation totalement inédite parce que vous comme moi avons été éduqués dans l'idée que le modèle d'économie de marché, en tout cas le modèle de concurrence parfaite, était le modèle sans doute le plus approprié en ce qu'il assurait la meilleure allocation des ressources et des facteurs de production. Et on a appris aussi à l'époque que les monopoles et les systèmes d'oligopoles capturaient des rentes au détriment des consommateurs. Mais aujourd'hui, force est de constater que les processus qui remplacent progressivement les tâches intellectuelles, alors qu'ils ont déjà remplacé de nombreuses tâches industrielles, sont capturés par des entreprises qui sont de nature monopolistique et essentiellement situées dans d'autres régions que les endroits où les gens qui sont remplacés par des processus sont situés. Alors, qui sont ces grands opérateurs ? Ce sont ce qu'on appelle les fameux GAFA, donc les Google, Amazon, Facebook et Apple de ce monde. Mais il y en a bien d'autres. D'ailleurs, on parle aux États-Unis de ce qu'on appelle les licornes, c'est-à-dire les sociétés qui rapidement arrivent à obtenir une capitalisation boursière ou une valeur de plus d'1 milliard de dollars. Et on voit dans la séquence de création de valeur que de nombreuses entreprises, maintenant informatiques et technologiques, se créent. Mais ce sont des entreprises, ces fameuses licornes périphériques, à côté des grands opérateurs que sont par exemple Apple, Facebook et autres. Alors, quelles sont les caractéristiques de ces entreprises ? Et c'est là qu'on est face à des questionnements sociétaux importants. D'abord, je le disais, ce sont des sociétés qui sont en quasi-monopole. Et ça, c'est nouveau. Même les États-Unis, qui avaient été fondés sur le Sherman Act de 1890, c'est-à-dire sur la destruction des monopoles au motif qu'ils empêchaient, ils prohibaient une allocation efficace des ressources, sont en train maintenant de faciliter l'émergence de ces monopoles. Et donc ce qu'on a pu constater dans les années 20 avec la Standard Oil ou en 82 avec les AT&T qui a dû démanteler, serait aujourd'hui impensable devant un Apple, devant un Google, un Facebook qui entretiennent jour après jour la capacité de monopole. Deuxième chose, ce sont des monopoles qui s'auto-entretiennent. À savoir que les barrières à l'entrée, qui normalement protègent un métier, sachant que tout métier essaye de manière darwinienne d'être en monopole, ces barrières à l'entrée augmentent de jour en jour parce que leur force financière permet d'annihiler toute entreprise concurrente. Et donc, on a des méga-entreprises qui, chaque jour, grandissent un peu plus et ont la capacité d'absorber, d'acquérir toutes les entreprises périphériques qui pourraient un jour peut-être les concurrencer. Et puis, et c'est là que ça devient extrêmement interpellant ou encore plus interpellant, ces grandes sociétés sont des sociétés de nature capital-intensive, c'est-à-dire à haute densité de capital et non pas à haute densité de travail. Et ça change complètement le monde parce que nous avons pensé nos organisations sociétales sur le partage du travail.
donc sur le partage, on va dire, métrique, arithmétique de la quantité d'heures que nous pouvons prester. Mais si nous rentrons dans un monde demain où l'humain est remplacé pour partie par des processus, de quelle quantité de travail allons-nous parler pour un éventuel partage? Ça devient extrêmement compliqué. Finalement, on va plutôt devoir partager la capacité d'accès à un processus informatique que le travail physique ou intellectuel qu'un humain va pouvoir formuler ou développer. Et le quatrième élément dont j'ai parlé, et je le répète pour la troisième fois parce que c'est important, c'est que ces entreprises sont dissociées de l'endroit où elles remplacent les hommes. Nos démocraties s'arrêtent aux frontières et ces entreprises sont capables, de manière fluide, comme je le disais, comme une exosphère, de faire ou de défaire les classes moyennes. Je donne d'ailleurs pour exemple le fameux concept des BRICS. Il y a quelques années, il y avait un Jim O'Neill, qui est un banquier d'affaires qu'on va qualifier de futurologue, qui avait inventé pour des motifs commerciaux le fait que certains pays, à savoir le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, les BRICS, allaient se développer et donc être les relais de croissance du monde. Mais 10 ans plus tard, on s'est rendu compte que ce n'était pas du tout le cas. Son argument à l'époque avait été de dire qu'une classe moyenne importante allait se développer dans ces pays, ce qui est vrai, mais que ces pays allaient fonder leur croissance sur des entreprises à haute densité de travail. Eh bien, ce concept aujourd'hui est caduc parce que, si je le disais, cette classe moyenne s'est développée. Aujourd'hui, nous rentrons dans un monde où des processus capitalistiques ou à haute densité de capital se substituent aux tâches humaines et donc les BRICS ne sont plus, sans faire de jeu de mots, que de la poussière. Donc ça pose vraiment des questions extrêmement importantes. Alors, et Philippe de Waut y a consacré beaucoup d'études très pertinentes. On peut évidemment penser que cette transition vers ce monde nouveau n'est que passagère et que finalement l'économie va retrouver rapidement des bases stabilisées. Mais je ne crois pas. Je ne crois pas. Je crois qu'on est devant une mutation beaucoup plus importante qui va pulvériser, qui va profondément fissurer nos rapports ou nos équilibres socio-économiques. Parce qu'à partir du moment où la base de la croissance, qui est le gain de productivité, est dessaisie d'une économie pour être capturée par des opérateurs privés, et que ces opérateurs privés sont hors de portée des États dont les citoyens deviennent les consommateurs, cela va changer complètement la nature de nos économies, avec un risque finalement, ce qu'appelait Attali, c'est-à-dire l'hyper-société marchande, développe ou dépasse les États, et que ces entreprises finalement soient les véritables gérants du monde, en développant des normes et des zones de croissance qui soient leur convenance personnelle plutôt que le souci d'assurer un bien commun, en tout cas une solidarité entre les humains. On parle aussi, Philippe de Waut, je le disais, il y en a souvent parlé, on parle aussi de choc schumpeterien, à savoir du fait que l'économie avance selon le principe de Schumpeter, qui était un économiste, je crois, autrichien et américain, qui est décédé en 1950. Schumpeter parlait de destruction créative, à savoir du fait que l'économie, un peu comme un rouleau de vague qui avance en reculant, développait en permanence des innovations et que ces innovations faisaient avancer le monde grâce à la créativité, grâce au progrès qu'elles suscitaient. C'est vrai, nous sommes dans une phase de nature schumpeterienne profondément, mais quand on lit bien Schumpeter dans le texte, on voit que Schumpeter a dit que d'abord on créait et puis on détruisait. Et que le processus de création n'était pas concomitant au processus de destruction. Et je crains que nous rentrions de manière sournoise dans une période de destruction dont on ne voit pas les relais de croissance. C'est-à-dire que l'innovation maintenant est en train de s'imposer à nous. Elle s'impose à nous par des pertes, des soustractions d'emplois extrêmement importantes. Et on parle d'ailleurs du fait que 40% des tâches actuellement effectuées pourraient, à un horizon de 10 à 15 ans, être remplacées par des machines. On rentre dans une période de soustraction de quantité de travail sans bien comprendre quels seront les relais en termes de, en tout cas les relais spontanés et non étatiques de croissance qui pourraient compenser cette immense perte d'emploi. Et je ne les vois pas pour le moment. Alors, ne pas les voir pourrait sembler être un acte de défiance par rapport à l'inventivité, par rapport à la créativité
dont fait preuve la jeunesse et l'humain de manière générale, mais on ne peut pas non plus exclure le fait que de manière beaucoup plus profonde qu'on l'imagine, le monde d'avant soit devenu un monde ancien et que nous soyons véritablement rentrés dans une économie où la morphologie de décision est changée, c'est-à-dire que des entreprises privées dirigent le monde et subordonnent les États, c'est-à-dire nos faibles moyens de représentation et d'organisation, à leurs propres capacités bénéficiaires, et c'est ce que je crois. Alors, je disais, devant cette soustraction de gains de productivité, devant cette délocalisation de croissance, quelles sont les solutions à apporter ? Eh bien, d'abord accepter que nous allons rentrer dans une économie mixte, c'est-à-dire une économie où certainement l'État devra jouer un rôle beaucoup plus important qu'auparavant, parce que je ne vois pas aujourd'hui dans l'économie privée la spontanéité qui permettra d'articuler un ordonnancement des engagements, notamment en matière de dette publique et d'engagements sociaux, que nous avons contractés par rapport à nous-mêmes. Ce que je vois aussi, c'est que nous allons devoir repenser le partage ou la notion même de travail. C'est-à-dire que nous allons devoir peut-être imaginer un monde où nous travaillons moins, mais ce qui veut dire que la façon dont nous allons contribuer à la richesse collective va se modifier. Je parle quelques secondes de fiscalité parce que, in fine, quand on parle d'État et quand on parle de dette publique, on parle des moyens de financement de l'État, c'est-à-dire de la fiscalité. Il est possible que la fiscalité mute complètement. Et je partage avec vous deux intuitions. D'abord une référence historique et puis une intuition prospective. La référence historique, c'est Sismondi, qui était un franco-suisse du début du 19e, qui avait imaginé qu'à l'époque où les premières mécanisations des tâches humaines aient lieu, que chaque fois qu'une machine ou un processus, à l'époque c'était des machines, remplace un humain, le propriétaire de la machine qui remplace l'humain donne à l'humain remplacé une allocation universelle qui était de la même nature que le gain de productivité que la machine permettait de développer mieux que l'humain. Bon, il est clair que ce genre de raisonnement conduit, si tant est qu'on paye à un travailleur l'équivalent du gain de productivité que la machine crée un jeu à somme nulle, c'est-à-dire annihile le progrès. Mais peut-être qu'on va devoir penser, d'une manière ou l'autre, à ce que les entreprises, si tant est que ce soit possible, qui génèrent des gains de productivité en aspirant ceux que nous connaissions avant, soient à un certain moment mises à contribution pour rétablir, ou en tout cas assurer certains équilibres sociaux. Et puis l'autre question qui se pose, c'est de savoir si la notion de revenu, qui est donc taxée pour financer les charges de l'État, va garder la même formulation qu'aujourd'hui. Parce que si le travail est en quantité décroissante, et on sait que cette décroissance de la quantité de travail peut être elle-même alimentée par une inversion des courbes démographiques, on peut s'interroger sur le fait de savoir si l'impôt sur le revenu tel qu'on le connaît maintenant aura encore une pertinence, et si demain on ne va pas devoir faire muter, je voudrais m'excuser aussi, mes excuses, j'ai la voix éraillée, parce que j'ai eu une grosse laryngite qui s'est transformée en grosse extinction de voix. J'ai en plus dû beaucoup parler et donc j'ai donc passé mon week-end avec du miel et des sprays. Ça va un peu mieux maintenant, mais donc au milieu de mes exposés, ça commence un peu à dévier. On peut se demander aussi donc si l'impôt ne va pas devoir muter d'un impôt sur le revenu vers un impôt sur la consommation, partant de l'idée que les travailleurs de demain se résoudront à devoir être des consommateurs de certains services d'entreprises qui auront donc remplacé leur capacité de travail par une capacité bénéficiaire. Et donc tout ça m'amène à penser que nous allons rentrer dans un système d'économie mixte. Et je pense, au risque d'en choquer certains dans la salle, que nous allons rentrer dans une économie au sein de laquelle l'État va jouer un rôle beaucoup plus important que maintenant. Alors, je lisais, certains s'offusquent du fait que l'État déjà brasse la moitié de la valeur ajoutée créée chaque année. Je crois que ce pourcentage va croître. Ce pourcentage va croître parce que les États sont, comme je le disais, écartelés, sont déchirés entre, d'une part, des engagements sociaux dont on sait qu'ils sont intenables, mais dont on sait qu'ils seront l'expression d'une revendication populaire, et d'autre part, des sources de croissance qui vont leur échapper. Et comme on ne voit pas comment ces grands opérateurs technologiques, ces grands remplaçants de l'humain vont être soumis à
une certaine contribution sociétale, en tout cas qui dépasse de maigres impôts qu'ils payent, on ne voit pas comment les États vont accepter que l'initiative privée se déploie alors qu'ils sont face à des impossibilités mathématiques d'honorer leurs propres engagements. Et donc, je crois, mais je vous dis, ce n'est qu'une intuition personnelle, que nos sociétés vont s'étatiser de plus en plus, qu'elles vont peut-être même s'étatiser dans des proportions, des pourcentages d'intervention dans la valeur ajoutée que nous ne soupçonnons pas aujourd'hui, et que peut-être nous devrons traverser une sorte de trou noir au sens cosmique du terme, qui consiste à rentrer dans une économie beaucoup plus collectiviste avant de pouvoir retrouver une économie de marché différente, d'une morphologie que je n'arrive pas à imaginer maintenant, qui soit basée sur une certaine initiative privée, lorsque peut-être cette morphologie du monde, donc qui est caractérisée par de grands opérateurs, aura été altérée. Et donc peut-être qu'on va devoir vivre dans un monde où en fait nous devrons concilier Marx et Smith. C'est-à-dire que Marx sera évoqué et puis invoqué pour assurer l'ordonnancement de nos engagements sociaux, et Smith devra être séduit pour faire comprendre aux entreprises qui capturent ces richesses du monde qu'elles doivent contribuer aux engagements sociaux au motif qu'elles vont sinon paupériser des pans entiers de l'économie et que finalement ce sera peut-être pour un moins bien vivre collectif. Mais je le répète, ça va être extrêmement compliqué. Ça va être compliqué parce que nos États ont des formulations, ont des tropismes, ont des modes de réflexion qui n'ont pas appréhendé ce monde de demain. Et nos États sont en train toujours de combattre la prochaine guerre avec les armes de demain, c'est-à-dire avec des réflexes qui conduisent à penser que le monde est toujours organisé comme il était auparavant. Or, tout a changé en quelques années. Et donc, on va devoir peut-être voir deux courants de pensée coexister. Et finalement, ça ramène au titre premier, ou en tout cas au thème de cet exposé, qui consiste à dire que nous vivons une révolution des technosciences. Oui, on vit une révolution des technosciences, mais donc nous vivons aussi, grâce à cette révolution, ou à cause de cette révolution, à une capture des gains de productivité. Et nous vivons aussi dans un monde qui est beaucoup plus complexe qu'auparavant, et cette complexité se traduit entre autres par la difficulté qu'auront les États à pouvoir assurer l'ordre socio-étatique. Et finalement, ça pose derrière tout ça des questions qui sont peut-être plus importantes et qui relèvent de la pensée latérale, mais à savoir le fait de savoir dans quelle société on va devoir vivre, parce qu'on va devoir vivre à la fois dans une formulation de civilisation qui devrait être basée sur la bienveillance, qui devrait être basée sur le partage et la solidarité, parce qu'il n'y a pas d'autre choix que de vivre dans des sociétés en paix, où les humains s'entraident les uns les autres. Mais ce sont des sociétés au sein desquelles le bien-être donné par l'État-providence va devoir progressivement être remplacé par une responsabilisation individuelle, c'est-à-dire par la prise de conscience que chaque humain va porter, plus qu'auparavant, le sens de sa propre vie, le sens de sa contribution à l'État, le sens de sa mobilité, le sens de son propre progrès, de sa capacité à générer de la richesse ou à en détruire, et que donc ça va être compliqué, parce qu'au-delà de ce dialogue presque introuvable, je crois, entre l'État et les marchés, il y a cette notion de formulation sociétale, de formulation civilisationnelle. Et donc j'espère simplement qu'au lieu d'avoir un réflexe qui soit un réflexe que je vais qualifier d'américain, de repli sur soi-même et de recherche de la prospérité individuelle absolue, on arrive à garder dans cette nouvelle formulation un bien-être, un partage, une solidarité, mais qui soit soutenu par une responsabilisation individuelle plus prononcée qu'auparavant, parce que le monde des 30 Glorieuses, le monde d'avant ces révolutions industrielles et digitales successives, est un monde qui est, je crois, aujourd'hui mort. Et peut-être qu'on vit avec 15 ans de retard la fin du XXe siècle. En tout cas, on vit avec une quarantaine d'années de retard la fin de ces 30 années glorieuses qu'on avait considérées, je le répète, comme étant le modèle sociétal absolu, alors qu'il en était peut-être, à l'aune de l'histoire, une certaine exception. Voilà, je vous remercie beaucoup et je reste à votre disposition. Et